Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Math Game. Je vous rappelle le principe, donc on invite un mathématicien ou une mathématicienne pour parler d'un mathématicien ou d'une mathématicienne. Et vous aussi vous êtes invités à interagir, à poser vos questions dans le chat. Alors le chat, à la manœuvre, on aura nos deux modos qui sont Nicolas et Stan, que je salue au passage et que je remercie. Et aujourd'hui, on va parler de Henri-Paul de Saint-Gervais. Alors, pour nous parler d'Henri-Paul de Saint-Gervais, on a l'honneur de recevoir ce soir Aurélien Alvarez, qui est professeur à l'École normale supérieure de Lyon et qui est également un grand diffuseur devant l'Éternel. Aurélien, bonsoir. Ça te fait déjà marrer. Alors, ce nom est tout à fait incroyable. Henri-Paul de Saint-Gervais, on dirait que c'est quelque chose de bien français, bien du terroir, mais je crois que ce nom, il est quand même à un quart, et en disant un quart, je fais un petit clin d'œil potache, il est à un quart d'origine allemande. Est-ce que tu peux nous raconter l'origine de ce nom? Est-ce que tu peux nous dire qui est Henri-Paul de Saint-Gervais? Ah, on me dit, je te coupe parce qu'on me dit pas de son. Pas de son. Est-ce que ça va mieux maintenant? On n'entend pas Aurélien. Est-ce que tu peux reparler, Aurélien, s'il te plaît? Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Je t'ai mis plus fort. Est-ce que vous m'entendez mieux, par exemple? Est-ce que vous entendez mieux? J'ai mis beaucoup plus fort. Oui, ok. Donc Parfait. C'est traditionnel, l'invité est toujours sous-mixé, je sais pas pourquoi. Bon. Très bien. Donc moi, je suis dans le noir complet, hein. Je ne vois personne. Alors, je sais même pas si tu projettes mon diaporama. Ah si, Mais figure-toi, là on te voit à l'écran, on te voit avec moi. comme j'avais anticipé cette question, la réponse est dans mon premier transparent. tu me conduis direct dans le diaporama, donc. Allez, c'est parti pour le diaporama. Donc on y est, Henri-Paul de Saint-Gervais. L'histoire, c'est que donc en 2007, c'était l'anniversaire, c'était le centenaire d'un théorème dont on va parler tout à l'heure, un théorème de Poincaré-Cobbe. Et donc on a constitué un petit groupe de mathématiciens copains, et on s'est dit qu'on voulait un petit peu retracer et s'expliquer l'histoire de ce théorème, et puis essayer de comprendre un peu le langage, parce que c'est un théorème donc, qui avait 100 ans, donc il a été énoncé en 1907. Et donc il y a deux protagonistes, les deux noms, c'est Henri Poincaré, donc c'est ça qui explique le premier prénom, Henri, et Cobbe s'appelle Paul. Donc voilà pour l'explication des deux prénoms. Et ensuite Saint-Gervais, eh bien parce que ce petit collectif de mathématiciens, quand il s'est mis à travailler, il a décidé de se retirer un petit peu à la campagne, et on s'est retiré vers Blois, dans un petit village qui s'appelle Saint-Gervais-la-Forêt, dans un gîte, et c'est là qu'on a commencé à travailler. Et donc du coup, c'est ça qui explique ce nom un petit peu aristocratique, mais c'est celui qu'on a choisi. Et donc on s'est dit, on va essayer d'étudier un petit peu ce théorème, et ce qu'on veut essayer de faire, c'est comprendre, déjà pour le plaisir, comment a maturé ce théorème, comment au fil du temps l'énoncé a pu se mettre en place, le langage se développer. Et en fait, c'est une très très longue histoire qui court tout au long du 19e siècle. Et pour aboutir à une démonstration à peu près convaincante de Poincaré et Cobbe, mais à la suite des travaux de Gauss, Riemann, Schwarz, Klein et Poincaré et Cobbe. Donc vous voyez, entre autres, mais vous voyez que c'est la suite de longs travaux, et surtout c'est des grands noms, quoi.
Oui. Et puis, une fois qu'on a eu... Est-ce que tu peux nous dire quand même deux mots parce que Ouais. bon, il y a quand même Henri Poincaré, Paul Cobe. Est-ce qu'on peut dire un peu plus sur ces deux personnages? Bah alors là, pour le coup, c'est pas des personnages de fiction, hein. Oui. Donc, Henri Poincaré, donc il est assez célèbre parce que donc c'était bon, on aime bien dire que c'était un peu le dernier grand savant universel français, puisqu'il connaissait un peu toutes les sciences de son époque. Donc c'est vraiment un monument dans l'histoire des mathématiques et des sciences françaises, mais même mondiales. Il a développé énormément de choses, la théorie des systèmes dynamiques pour faire simple, la topologie algébrique, j'en parlerai un petit peu. Donc c'est vraiment un grand personnage qui est mort un peu prématurément, il n'avait pas tout à fait 60 ans. Donc Et qu'il faut pas confondre avec son cousin. exact. Donc il avait deux cousins. Donc la famille Poincaré, c'est une famille un peu enfin, il y a plusieurs personnages illustres, mais donc effectivement, il a son cousin germain, Raymond, qui lui a mal tourné puisqu'il a fini président de la République. Et mais d'ailleurs, On dira ça à Cédric Villani. il y a cette anecdote de Clémenceau qui disait que Clémenceau, donc qui était un adversaire politique de Poincaré, qui disait que dans la famille Poincaré, il y avait beaucoup de génies, mais que malheureusement Henri avait tout pris. Qu'est-ce que c'est vache, ce Clémenceau, c'est vraiment un monstre. Voilà. Pour casser les gens. Donc bon, donc Henri Poincaré, on pourrait en parler longuement. C'est aussi quelqu'un qui s'est illustré par le fait qu'il a réfléchi sur la discipline, donc les maths et la physique et les sciences. Il a écrit plusieurs ouvrages un petit peu de nature philosophique, et puis il s'adressait à un public beaucoup plus large que le seul public des scientifiques. Donc quand il est décédé, ça a été un grand choc. Il y a eu un hommage national. Enfin, c'était quelque chose. On voit les coupures de journaux. Il y avait vraiment une vive émotion. Paul Cobe, c'est un autre personnage que, pour le coup, je connais nettement moins bien. Donc il est allemand. C'est un élève de Schwarz, donc que je citais tout à l'heure. Donc c'est une autre école. Donc je pense que son principal fait d'armes, c'est quand même ce théorème. Et puis aussi, il fait d'autres travaux en analyse complexe. Il y a un théorème célèbre qu'on appelle le théorème d'Ucar de Cobe. Donc qui explique la blague pourrie de tout à l'heure. Voilà. Et donc il est un petit peu, il est un peu plus jeune que Poincaré. Disons qu'il est né quand Poincaré a commencé à faire ses premiers travaux importants. D'ailleurs autour de ce théorème d'uniformisation puisqu'il a eu Poincaré, il a travaillé presque pendant 25 ans sur ce théorème. D'accord, donc c'est un théorème qui est absolument central donc dans les mathématiques du 19e. Et qu'on attend de voir casser visiblement, et qui est cassé par Cobe et Poincaré. C'est ce que je résume à... Oui, mais il faut vraiment le voir comme un fil conducteur à travers le 19e siècle. Et puis, c'est pas du tout c'est pas comme si 100 ans avant, on avait énoncé une conjecture, par exemple comme la conjecture de Fermat, et puis qu'il y ait des gens qui 100 ans après les résolus ou les cassaient. C'est pas du tout ça. Il y a rien au déparrage. Et progressivement, il y a des idées qui se mettent en place, il y a des concepts, il y a un langage qui est créé, il y a le développement de plein de choses, et progressivement va se dessiner quelque chose, d'accord ? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est que dans la dernière ligne droite, dans les dernières 15 dernières années, qu'on voit on peut commencer à imaginer un tel énoncé. Alors là, je reviens, dans le chat, on parle de Schwarz avec pas mal de blagues d'ailleurs sur l'éternuement, etc. Ce Schwarz, c'est le fameux Schwarz des permutations des dérivés partiels. Exact. Ok. Mais donc la réponse est oui. Ouais. Et ça va. Mais ce n'est pas donc le Schwarz avec un T.
Oui. D'accord. Ok. Ça c'est Hermann Schwarz, ça c'est un mathématicien allemand, donc la fin du 19e. À pas confondre avec Laurent Schwartz, avec un T, qui lui est un mathématicien un peu du 20e siècle, un mathématicien français qui a beaucoup marqué, en particulier pour avoir développé la théorie des distributions et, et obtenu la première médaille Fields française peut-être. Ah, là, c'est la première médaille Fields française. Je savais, c'est pas Jean-Pierre Serre, quoi. Bah, je pense que Jean-Pierre Serre c'est la seconde, mais Ok, faut peut-être on peut peut-être demander au chat d'aller vérifier. vérifier. Ouais, ça serait cool. Je dirais que Schwartz l'a eu en 50 et Serre en 54. Oh là là, cette culture! Non mais attends, parce que si c'est n'importe quoi. Non, c'est bien, non, si c'est juste, alors là. Bon, donc en tout cas, l'esprit de une fois qu'on s'est réunis avec nos copains la première semaine, on s'est expliqué des petits morceaux d'histoire, de manière un peu décousue, puis on a commencé à comprendre les choses, et puis après on s'est dit, bah ça serait bien qu'on rédige ça, et donc on est reparti chacun à la maison, et puis on a commencé à réfléchir sur une rédaction, et puis une année plus tard, on s'est retrouvés au même endroit. Et puis on a mélangé tous nos textes et on a fait un profond travail de réécriture collective de tout l'ensemble. Mais attends, je comprends pas. C'est un théorème, il a été publié, il y avait une démonstration, il n'y a plus rien à faire, non, a priori. Donc, ah, là on me dit, pour le chat, 50 puis 54, c'est Laurent Schwartz, donc qui a développé la théorie des distributions. Donc, enfin, à mon avis, t'avais raison. Et donc déjà, Poincaré et Cobbeux, c'est deux démonstrations qui sont indépendantes et qui sont différentes. Et bien sûr qu'une fois ça c'est terminé, mais après le théorème il a été redigéré. Aujourd'hui, on a d'autres démonstrations qui sont beaucoup plus rapides que celles de Poincaré et Cobbeux, beaucoup plus efficaces avec d'autres outils. Donc, je dirais que c'est jamais une histoire est jamais véritablement terminée. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre comment ce truc-là était arrivé et revenir sur les preuves anciennes de l'époque, les relire avec des yeux de mathématicien. Donc, par exemple, si tu veux, c'est voir des objets géométriques dont on a l'habitude aujourd'hui et qui n'existaient pas à l'époque. D'accord ? D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'était de revisiter ces travaux avec une perspective moderne pour les... c'est pas tant finalement de les revisiter que de les relire, vraiment de les relire avec des yeux de mathématicien moderne et compléter les trous et dire là il écrit un truc un peu obscur, ah bah ça c'est un fibré vectoriel en fait. Voilà, c'est un fibré vectoriel sur la courbe. Et là d'accord, tu vois ce que je veux dire, là il écrit une équation donc des outils mathématiques qui apparaissent après, et fibré vectoriel doit pas affoler les personnes qui connaissent pas ce que c'est. Peu importe. C'est vraiment un exemple. C'est des outils et puis un langage pour parler des choses quoi. Le langage évolue, les choses, et on comprend mieux les choses parce que si vous voulez, il y a aussi tout ce phénomène d'abstraction qui est en géométrie, qui consiste à oublier un peu les coordonnées, à comprendre qu'est-ce qui dépend vraiment des coordonnées, qu'est-ce qui n'en dépend pas. Et donc, des fois, on fait des calculs et en fait, il y a une manière plus conceptuelle et plus abstraite de comprendre les choses qui s'affranchit des calculs. Donc, on voulait relire les calculs des anciens, mais avec des yeux modernes et voir en fait à quoi ça correspond. Parce que là, vous êtes très très nombreux dans le transparent qu'on est en train d'afficher. On a toute l'équipe Henri-Paul de Saint-Gervais. Vous êtes quoi ? D'accord. Vous êtes au moins une vingtaine. Très bien. Moi, je pensais que tu étais déjà au transparent 3. Ah, excuse-moi. Ok. On est parti pour le transparent 3. Donc, alors peut-être il faut expliquer quelque chose, c'est que malheureusement, j'ai pas assez d'upload pour que Aurélien puisse me voir au fur et à mesure, et donc du coup tout est décalé pour lui comme pour vous, et ça explique cela. Donc il y avait un transparent numéro 2 où tu parlais du centenaire de ce fameux théorème dont on n'a pas encore dit en quoi il consistait, mais en tout cas c'est un théorème qui visiblement est tout à fait fondamental et structurant en géométrie, qui est le théorème d'uniformisation. Et là, on en est au transparent Henri-Paul de Saint-Gervais, et donc l'idée de ce qu'on vous vouliez faire. Donc là, je vois trois entrées. Donc tu peux passer ces deux pages. Donc c'est ça un petit peu que je viens d'expliquer, quoi, retracer l'histoire. Et donc après, j'ai remis la photo de groupe. Ouais. D'accord. Et avec tous les noms
tous les noms que constitue ce collectif Henri-Paul de Saint-Gervais. Et puis effectivement, il y a beaucoup de monde parce qu'il y avait des vrais noms et puis il y a tous les esprits qui veillaient, qui étaient de manière bienveillante avec nous. Et donc on les a rajoutés sur la photo collective. Ok, donc par exemple ici je vois Est-ce que je me trompe en disant que... Attends, je vais essayer de que celui-ci, cet esprit bienveillant serait Henri Poincaré. Ah, il y en a plein, tu vois. On est d'accord, hein, c'est Henri Poincaré ici qu'on voit. Ah, mais moi je vois pas ce que tu montres. Ah, tu n'as même pas le retour. Ok, bon, d'accord. Donc en haut, par exemple, tout en haut à gauche, c'est Félix Klein le premier. Oui, lui je le vois, il est là, exactement, Félix Klein. D'accord. Je peut-être pas très loin à côté, je vois un Schwartz probablement. Exact. Hein? Et puis exact. Et juste avant lui, il y avait Gauss. Ah, c'est Gauss qu'on voit ici. Très bien. Et alors devant, on voit des gens plus modernes qui sont toutes les personnes qui sont impliquées dans cette aventure collective. Ils sont plus jeunes, quoi. Voilà, ils sont plus jeunes. Disons que ils n'ont pas encore eu l'occasion de vieillir. Voilà. Et j'aimerais qu'on dise un mot sur le caractère collectif de cette aventure. Justement, tu peux passer à la suite. Donc, tu verras des petites photos en couleur que j'ai mises. Oui, alors elles s'affichent là actuellement. De ces 2 semaines qu'on a passées dans ce gîte. Et donc, tu vois, en fait, on a beaucoup travaillé. Hein, c'est pas pour le dire, mais en fait, en gros, on a mangé des pâtes, et puis quand on mangeait pas des pâtes, on travaillait, quoi. D'accord. Et donc, tu vois toutes ces photos prises. Oui, alors on te voit, par exemple, ici, on te voit assez nettement. Par exemple, tu peux passer sur la page d'après. Alors évidemment, parce que tu veux pas qu'on te voit, c'est ça. Hein. Non, mais vous me voyez déjà. Mais on avait amené nos tableaux, d'accord. On avait pris une petite camionnette, on avait mis nos tableaux dedans, et puis on allait s'installer avec nos tableaux à créer là-bas, et puis vos tableaux et vos livres visiblement, hein, parce que je vois qu'il y a oui, voilà, exact. Et donc alors on n'est pas donc Henri-Paul de Saint-Gervais, c'est cette aventure collective. Il faut comprendre que c'est pas classique, mais c'est pas le premier. Donc il y a au moins 2 autres exemples célèbres. Le plus célèbre, c'est bien sûr Nicolas Bourbaki. Donc il y a un collectif qui s'est créé au début du XXe siècle, enfin au début, à partir des années 1920, par tout un groupe qui étaient tous normaliens et qui avaient envie de réécrire, qui n'étaient pas très satisfaits. Donc tous ces gens-là se retrouvaient à être enseignants-chercheurs dans des universités, mais n'étaient pas très satisfaits par les livres dont ils avaient à disposition. Et en particulier, traités d'analyse, qui critiquaient beaucoup. Bref, ils se sont réunis, ils se sont décidés d'écrire un nouveau traité pour faire leur cours au départ. Ça partait de cette intention. Et puis, de cheminement en cheminement, ils se sont progressivement lancés dans une tâche beaucoup plus immense, et puis d'essayer d'écrire un ouvrage qui développe toutes les mathématiques de manière logique et que tout découle de manière logique. Donc ils se sont lancés dans plusieurs directions, et en particulier ils ont développé toutes les structures algébriques, etc. Donc ce Nicolas Bourbaki a été très très actif et a joué un rôle immense pour la communauté mathématique en général, mais en particulier a une grosse influence en France. Oui, et international, on peut vraiment dire que ça a été quelque chose. Ah oui, c'est un monument tout à fait. Donc il existe toujours. Alors la différence avec nous, c'est que nombreuses différences, mais au moins une différence, c'est qu'il est plus cachotier. Oui. Donc on sait pas trop. Oui, officiellement, on connaît pas trop les membres. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis un autre exemple, c'est Arthur Besse, qui lui est plus proche, je dirais, de nous, parce que d'une part, il s'intéresse plus des choses géométriques, et puis il n'était pas caché, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est un gros collectif, je dirais, dans les fins des années 70-80. Donc je ne saurais pas dire à quel point où il en est. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que Henri-Paul de Saint-Gervais, c'est pas courant. En fait, à vrai dire, je ne saurais pas citer d'autres collectifs comme ça que ceux que j'ai donnés. Mais c'est pas une exception. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc sur la page d'après, tu verras finalement à la fin de ce travail, on a écrit ce livre et qu'on a publié aux ENS et qui a la vertu d'être le PDF est disponible gratuitement. Je vais montrer ce livre, mais avant je voudrais te faire remonter un peu le chat qui intervient là. Et alors on dit que la légende dit que Bourbaki, donc on parle de Serge Lang et de Bourbaki dans le chat. La légende dit que Bourbaki a arrêté de publier quand ils ont appris que Serge Lang était une seule personne. Bon, c'est une blague. Ouais, parce qu'il a publié encore récemment, il y a 2-3 ans, il a publié sur la topologie algébrique. Ouais. Donc, ton opinion? Mon opinion sur cette blague, moi je la trouve très très bien. Ah oui, pas de problème. Alors, oui, moi je trouve qu'il y a pas mal de parallèles en fait entre toute proportion gardée entre l'aventure Bourbaki et puis la vôtre. J'ai l'impression que vous êtes parti pour une réécriture et que vous avez fait énormément de choses. D'ailleurs, bon, là maintenant je présente effectivement les bouquins. Donc il y a la version française et la version anglaise, et effectivement avec ce point qui est très très important, qui est que le PDF est téléchargeable gratuitement. Et ça exact, et que le livre est à un coût alors pas la version anglaise, parce que la version anglaise ça nous a échappé un peu le prix, mais la version française c'était un coût dérisoire. Le livre c'était entre 20 peut-être 25 €, enfin donc c'était dérisoire. Voilà ce que je peux dire. Bon, il y a une très grande différence aussi d'approche, de façon de faire des maths entre nous et Bourbaki quand même. Nous, on est beaucoup moins rigoureux, faut le dire. Non, je veux dire, c'est pas la même façon d'écrire les choses. D'accord. Ou peut-être que, enfin, je sais pas si c'est pas la même façon, mais bon, en tout cas, l'esprit est probablement pas le même. Oui, par exemple, nous c'est rempli. Bon, alors dans l'uniformisation, on a un peu, mais pas énormément. Mais dans le deuxième projet dont je parlerai, nous, on est rempli d'images et de petites animations, et c'est comme ça qu'on pense les choses. Alors que c'est pas qu'une légende que de dire que dans l'œuvre de Bourbaki, je crois que les images, il y en a qu'une, dit-on, non? Alors attends, il n'y a pas un transparent qui dit ça d'ailleurs dans ton PDF? Il n'y a pas quelque part, il me semble avoir vu Bourguignon. Ah si, mais je parle pas de Bourbaki. Je cite. Peut-être c'est le moment de le citer. Je cite un membre de Bourbaki en tout cas. Je vais essayer de le retrouver là vite fait en donnant mal de mer à tout le monde. Ouais, c'est ici. C'est ici. Un point d'honneur à éviter les figures. Bon, mais donc alors là tu me fais faire un saut dans l'espace-temps, mais alors ok. Ouais, mais on reviendra en arrière, ne t'inquiète pas. Non, mais d'accord. Donc en fait, je donnais 2 citations pour dire que nous c'est l'opposé de ça. Donc Lagrange déjà explique dans son introduction à la mécanique analytique qu'il est très fier de lui, puisque le lecteur ne trouvera pas d'illustration dans cet ouvrage, et que les méthodes qu'il propose, c'est de la purement algébrique. Bref, donc il est très content d'avoir évacué toutes sortes d'images. Et Jean Dieudonné, dans la préface de son algèbre linéaire et géométrie élémentaire, donc beaucoup plus tard, mais disons 200 ans plus tard, lui aussi a hâte de libérer, tu vois les mots qu'il emploie, de libérer l'élève dès que possible de la camisole de force des figures traditionnelles, en parlant le moins possible. Et donc c'est comme ça que... Non mais ça fait complètement peur. La camisole de force, c'est pas, faut requalifier, c'est pas une camisole de force. C'est une chemise hawaïenne. On est content de la porter, quoi. Enfin bon. Voilà. Mais donc c'est comme ça que sont surgis les vecteurs au collège, qui sont devenus des couples de points équipolants, que sais-je, tu vois. Oui. C'est à partir de ce délire-là, quoi. Donc si tu veux, il y avait bon, enfin bref, c'est une position extrémiste. Oui. Et vous avez plutôt une position qui est de l'autre côté et qui est, moi, il me semble pas extrémiste. Nous on dessine des points et des droites. Je veux dire. Et on n'a pas honte, quoi. Et des plans. Mais ça c'était autorisé par Dieudonné.
Voilà. Oui, parce qu'il voulait l'avait pas enlevé le tableau quand même. Ok. Bon, alors Bon, je t'ai fait alors, faire un bond en avant, mais je vais revenir en arrière du coup. voilà. Ok. Donc, je reviens. Donc, pour vous dire à quel point ce théorème a été important, c'est qu'en 1900, donc il n'est pas démontré le théorème de Poincaré-Cobbeux, il est démontré uniquement dans le cas qui est déjà fantastique, des surfaces compactes. Donc, je dirais mais Hilbert, en 1900, a fait cette conférence dans laquelle il a dressé une liste de 23 problèmes dont l'étude pourrait concourir à l'avancement de la science. D'accord ? Ok. C'est comme ça qu'il écrit dans son texte. Et justement, le 22e problème traite exactement de notre sujet. Donc voici ce qu'écrit Hilbert, donc je pense que tu le fais Ouais, voir. ouais, je le fais voir, tout à fait. Donc, le 22e problème, il intitule Relations analytiques exprimées d'une manière uniforme au moyen de formes automorphes. On sait que M. Poincaré a démontré le premier qu'une relation algébrique quelconque entre deux variables peut toujours être exprimée d'une manière uniforme au moyen de fonctions automorphes d'une variable. Donc, c'est ça que je voulais dire par compact, c'est cette première phrase. En fait, il y a Poincaré et Klein dans l'aventure. Ouais. Autrement dit, étant donné une équation algébrique entre deux variables, on peut toujours trouver pour ces dernières des fonctions uniformes automorphes d'une variable qui, portée dans l'équation algébrique, la vérifie identiquement. L'extension de ce théorème fondamental à des relations quelconques non algébriques, mais analytiques, a été faite avec grand succès par M. Poincaré, et cela par une voie tout autre que celle qui l'avait conduit au but dans la question antérieure du cas algébrique. Donc là, on pourrait croire que le problème est complètement résolu. Mais paragraphe suivant, la démonstration par laquelle M. Poincaré fait voir qu'il est possible d'exprimer d'une manière uniforme une relation analytique quelconque entre deux variables ne nous montre pas encore si l'on peut choisir les fonctions uniformes de la nouvelle variable de telle sorte que cette variable parcourt le domaine régulier de ses fonctions, on obtienne une représentation effective de l'ensemble de tous les points. Au contraire, il semblerait, d'après les recherches de M. Poincaré, qu'on doit en général mettre de côté une infinité de points isolés de la fonction analytique. Donc il y a des petits problèmes. Un éclaircissement et une solution de ces difficultés me paraissent extrêmement désirables en raison de l'importance fondamentale de la question traitée par Poincaré. Est-ce qu'on pourrait décoder là pour les gens qui nous écoutent? Mais on va décoder. On va décoder. Ok. On va décoder après. Qu'on prenne pas peur parce que là on a balancé un certain nombre de gros mots. Voilà, on va mais c'était juste pour vous faire voir que en 1900, il y a un pas qui a été fait, mais on n'est pas allé tout au bout. Et vous voyez que c'est suffisamment important pour que Hilbert le mette comme dans la liste de ses problèmes. Donc, ce que fait Hilbert également dans l'introduction de sa conférence, c'est que, avant la liste de ces 23 problèmes, il explicite des critères de qualité pour un théorème. Donc, je ne sais pas si tu les as affichés, mais parmi les critères de qualité, il dit ces critères, il y a le fait que l'énoncé soit court, le fait que la démonstration soit belle, et le fait que ça engendre plein de connexions avec des domaines différents et suscite des développements nouveaux. Donc, diapositive suivante. C'est là que je viens à vous énoncer ce fameux théorème et je vous expliquer pourquoi. Attends, là, je vais pas te laisser comme ça lâcher un truc pareil de Hilbert sans qu'on le commente un tout petit peu. Énoncer, parce que tous les points sont un peu, on comprend bien ce que ça veut dire, mais quand on y réfléchit vraiment, énoncer court, qu'est-ce que ça veut dire? Si je parle aux algébristes et leur fameux théorème de classification des groupes finis simples, énoncé court, il va pas être court l'énoncé, déjà, pour commencer. Bah non, mais et c'est un beau théorème. La démonstration, elle est... Je ne me risquerai pas à... Après, donc, si tu veux, il y a quand même une part subjective, subjective et personnelle là-dedans. Mais, par exemple, donc, ce théorème monstrueux dont tu parles, donc, il n'a pas un énoncé court. Et il a une démonstration qui est belle. Ben, je sais pas. Hein, je sais pas. Moi, j'avais entendu dire, je sais pas à quel point c'est vrai, hein, par les plus grands, hein, peut-être même par Jean-Pierre Serre, que c'est même pas sûr que quelqu'un en ait une démonstration complète. D'accord, c'est quand même des milliers de pages mises bout à bout.
Bon, alors après, bon, il y a sûrement plein de connexions. Enfin, disons que c'est pas le théorème. Si on me demandait un énoncé court, tout ça, bon, je suis Non, pas mais sûr. c'était juste pour voilà ce critère explicite de qualité pour un théorème. C'est évidemment toujours discutable et juste je voulais le souligner. Bien sûr, non, mais tout ça est discutable. Mais Et bon, puis je veux pas me faire si tu sauter, prends, je veux pas que mon appartement soit bombardé par les algébristes en disant qu'est-ce que c'est que ce Borelli qui aime pas. bah ça c'est, nous on fait que citer Hilbert, hein. Je veux dire, Oui. on prend pas, tu vois. Allez donc taguer la tombe de Hilbert. Voilà donc, voilà. Ok, alors donc là j'ai un théorème d'uniformisation sous les yeux, je pense Voilà, que tout le donc monde l'a du coup. voilà, donc c'est cet énoncé-là, mais qui va rester encore obscur pour certains d'entre vous, mais je vais ensuite essayer d'expliquer un peu mieux ce que ça veut dire sur quelques exemples. D'accord? Donc le théorème s'énonce, vous voyez, donc il y a un énoncé qui est court. Déjà, on peut au moins convenir de ça. Il dit que toute surface de Riemann simplement connexe, eh bien, c'est l'une des trois qui sont écrites. Donc c'est soit le plan complexe, c'est soit la sphère de Riemann, qui est en fait le plan complexe auquel on a ajouté un point à l'infini, mais c'est devenu du coup un objet compact, soit une Et troisième surface. je pense que pour aider, on peut imaginer ça vraiment comme une sphère. Hein. Vous pouvez Ah voir oui, une oui, sphère. Donc ça s'appelle sphère parce que c'est vraiment une sphère. Hein. Donc exact. soit Parce vous qu'en avez le fait, plan, soit vous avez la sphère. une surface de Riemann, c'est effectivement une surface, au sens que c'est une variété réelle de dimension 2. Donc c'est vraiment une surface. Et donc la sphère est une surface compacte. Et elle a la propriété d'être simplement connexe. Et dessus, on peut lui mettre une structure de surface de Riemann. Donc si vous voulez, dans surface de Riemann, si vous voulez, vous pouvez dire qu'il y a deux mots. Il y a le mot surface qui fait appel au fait que c'est une surface au sens de la topologie. Au sens habituel. Et Donc attention parce que moi voilà. j'ai un paquet de gens qui viennent de L1, qui viennent de la physique, donc qui n'ont pas fait un peu tout ça. Donc je pense qu'il faut leur expliquer. Surface, c'est exactement ce à quoi on pense, hein, une sorte de nappe, voilà. Voilà. Et, Et simplement connexe, on vient de le voir récemment. Ça veut dire que quand je prends un élastique sur la surface, ben, je peux le contracter sur la surface complètement. Et de Riemann, ça veut dire que il y a une structure analytique. Donc peut-être vous savez que sur une surface, on peut mettre d'autres structures que la seule structure de surface. Donc on peut rajouter des structures pour dériver des fonctions, ce qu'on appelle une structure différentielle. Et de Riemann, c'est une structure qui est encore mieux que différentielle. Elle est carrément analytique. Donc ça veut dire que vous avez des cartes des cartes qui sont conformes, dans lesquelles eh bien, il y a des notions d'angle qui sont préservées. Donc, bon, c'est une structure, donc c'est lié, c'est carrément lié aux fonctions holomorphes. Donc, les fonctions qui sont dérivables, mais de la variable complexe. Ok, donc là, il faut imaginer que tout d'un coup, on remplace la variable réelle x, on la remplace par z, par les nombres complexes. Et puis, au lieu de regarder la fonction f de x égale x2, par exemple, on va regarder f de z égale z au carré. Et puis, on va faire la même chose que ce qu'on faisait avec les réels. On va dériver. On est d'accord? On est d'accord. On aura, dans ce cas-là, on va parler de fonctions holomorphes pour souligner le fait que c'est de la variable z et qu'on va pouvoir dériver autant qu'on veut. Exact. Tout simplement. Donc, par exemple, si vous prenez la fonction z donne z carré, ben, sa dérivée, sans surprise, c'est 2z. D'accord? Donc, cet énoncé et donc le plan hyperbolique, bah, c'est une troisième surface de Riemann qui, en tant que surface, elle est comme un disque ouvert, le disque unité de rayon 1. Mais bon, sa structure analytique, c'est pas la même que celle de C. Bien que C, vous voyez, C, le plan complexe C et le plan hyperbolique H, ils sont difféomorphes. Si on regarde juste leur structure différentielle lisse, ce sont les mêmes, il y a un difféomorphisme entre les deux. Mais par contre, leur structure analytique complexe n'est pas la même. En tout cas... Peut-être on peut donner une petite image. Moi, j'ai envie de dire, donc pour reprendre exactement ce que tu as dit, le demi-plan, puisque là on parle de plan hyperbolique, je pense que
tu parles du demi-plan. Exact. Exact. Et que ce demi-plan, en fait, on peut imaginer qu'on le renferme comme ça, d'une manière continue, paf, sur un disque. Ça, on peut faire. Et de même, le disque, je peux l'éclater, le grandir, et puis il va recouvrir tout le plan complexe C. Mais ce que dit le théorème qui est là, c'est que si je veux préserver des angles, je vais pas y arriver de la même manière. Peut-être tu pourrais nous le reformuler de cette façon-là, avec une question de préservation d'angle. Oui, en tout cas, vous trouverez pas. Donc, ce que je peux dire, c'est que vous ne trouverez pas d'application qui soit dérivable de la variable complexe et qui irait de tout le plan complexe C vers le disque unité et qui soit bijectif. Ça, vous n'en trouverez pas. Oh là, ça c'est un truc de dingue. C'est un truc absolument dingue. Je me souviens, en fait, quand j'étais étudiant, et que, alors c'était pas exactement ce théorème, c'est la version un peu plus faible, c'est le théorème des fonctions holomorphes, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, de Riemann, je sais pas si ça s'appelle comme ça, théorème de la fonction holomorphe peut-être. Et je me souviens que le théorème me semblait tellement fort que j'y ai pas cru pendant très longtemps. En me disant, j'y ai pas cru en me disant la démonstration est fausse, mais plutôt, j'ai pas compris ce que vraiment voulait dire le théorème. Ouais. Bon, mais là je voudrais insister sur le fait que le théorème, c'est pas ça. Hein. Là, en fait, donc, si vous voulez, il y a trois surfaces de Riemann que je vous donne, qui sont le plan complexe C, la sphère de Riemann, C chapeau, le plan hyperbolique H. Montrer que C et H ne sont pas isomorphes en tant que surface de Riemann, bon, c'est facile. Enfin, je veux dire, il faut être dans le sujet, mais c'est pas un grand drame, quoi. Maintenant, ce que je dis, c'est que ces trois surfaces qui sont là, eh bien, elles ont la propriété d'être simplement connexes. Toutes les trois. Bon, très bien, ça aussi, c'est trivial pour les trois exemples, d'accord ? Mais maintenant, ce que je dis, c'est que toute surface de Riemann quelconque, et il y en a beaucoup, si elle est simplement connexe, alors c'est l'une de ces trois-là. Et le corollaire, c'est que grâce à ce théorème, vous pouvez donc décrire, théoriquement, vous pouvez donc décrire toutes les surfaces de Riemann quelconques. D'accord ? Parce que toute surface de Riemann, eh bien, elle est revêtue par une surface simplement connexe. D'accord ? C'est-à-dire que c'est comme si vous avez au-dessus d'elle, d'accord, il y a une surface simplement connexe qui vit au-dessus d'elle. Autrement dit, votre surface, elle se développer d'une. D'accord, c'est comme, il faut y penser comme des feuillets qui se développent, et au-dessus d'elle, il vit toujours une surface simplement connexe. Mais donc, cette surface simplement connexe, c'est l'une des trois qui sont là. Et en fait, presque toujours, pour l'immense majorité des cas, c'est une surface, c'est le plan hyperbolique. Alors, pour rendre ça un peu concret pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de truc-là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme surface de Riemann ? Donc, là, tu nous dis à la sphère. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Non, mais alors, attends, c'est très simple. Pour imaginer, déjà, la première chose à savoir, c'est que n'importe quelle surface à laquelle vous pensez, qui est lisse, d'accord, plongée dans R3, vous prenez n'importe quelle surface plongée dans R3, eh bien, c'est le théorème de Gauss qui vous dit que c'est une surface de Riemann. Par exemple, si je prends un tor, ça va marcher ? Ah oui, mais un tor, ce que je veux dire, c'est que tu peux faire des bosses dessus, d'accord ? Okay, si tu prends un tor d'une certaine manière, ok, il est plongé donc dans l'espace R3, donc il récupère une métrique riemannienne, donc il récupère une structure de surface de Riemann. Mais maintenant, si tu mets un coup de poing dans ton tor, donc il va prendre une bosse, donc il va être déformé, n'est-ce pas ? Eh bien, je dis qu'il va récupérer une autre structure de surface de Riemann, a priori différente. Ça veut dire que dessus, on va pouvoir encore continuer à faire du calcul comme on faisait avant, avec des z et en dérivant des z. Hein. C'est ça que tu veux nous dire. Exact, mais ça sera pas la même façon que dans le tor qui était tout rond. Et évidemment, je peux imaginer en surface des surfaces qui ont autant de trous que j'ai envie et que je peux déformer autant que j'ai envie. Hein, et qui sont même pas compactes non plus. Donc, par exemple, tu prends ta surface préférée, par exemple la sphère, et puis dedans, tu fais des trous. D'accord ? Donc, tu enlèves 1, 2, 3 points, donc d'accord ? Mais tu peux enlever une infinité de points. Tu peux même enlever un cantor de points. Ok. Un ensemble de cantors de points. Donc beaucoup de points. Hein ?
Donc beaucoup de points, un nombre Ah oui, oui, il infini. y a une infinité. Hum. Et donc, ce qui reste, eh bien, c'est une surface de Riemann, donc évidemment qui est hautement pas compacte, mais qui est plein de topologies et qui va être revêtue par le plan hyperbolique. Et donc vous voyez que bon, ce truc-là c'est quelque chose quand même qui dit quelque chose de profond parce que c'est quand même une grosse surprise que tout le monde soit revêtu par le plan hyperbolique, quoi. Enfin, donc pas tout le monde, hein, au sens strict, mais presque tout le monde. Dans le chat, on me dit même une sphère cornue d'Alexander. Exact, mais il faut. Donc le problème, c'est que ta sphère, si elle est juste abstraite, elle n'a pas de structure de conforme, elle n'a pas de structure de Riemann. Il faut lui faire quelque chose. Donc si tu la plonges, si tu arrives à. D'accord, moi ce que j'ai dit, c'est que toute surface, c'est le théorème de Gauss, c'est que toute surface riemannienne, eh bien, récupère une structure de surface de Riemann. Donc il faut quand même avoir quelque chose. Si tu n'as rien, si c'est juste un objet topologique, bon, il faut que tu me dises comment tu mets ta structure analytique. Okay. Je pense que sous-entendu, elle est plongée. Alors si elle est plongée ouais, voilà. Et si elle est plongée dans R3, alors c'est gagné. Alors c'est gagné, c'est bien une surface de Riemann. On a une autre question qui me dit, est-ce que toute surface de Riemann, disons compacte, peut être ainsi réalisée par un plongement dans R3? Toute surface de Riemann compacte, est-ce qu'elle peut être plongée dans R3? Je pense que la réponse est non. Ok. Donc effectivement... Mais donc même oui, enfin, faut que je réfléchisse un peu plus, mais je suis sûr. Non, moi je suis sûr aussi. Enfin, ouais, si tu veux une régularité raisonnable, oui. Parce que dans R3, si tu veux, si tu mets juste la métrique euclidienne, tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu veux, quoi. Par exemple, typiquement, le plan hyperbolique, c'est qu'il y a un résultat bien célèbre. Ah oui, non, mais il a dit compact quand même, mais bon. Oui, enfin, oui, ça j'ai un peu changé. Bon. D'accord. Très bien. Donc j'en viens au fait que les critères de qualité de Hilbert sont bien vérifiés dans ce cas, à mon avis, puisque l'énoncé il est court et il tient en 3 lignes. La démonstration, il y en a plein et elles sont toutes très belles. Bon, ça c'est un petit peu plus subjectif. Mais par contre, il est clair que la maturation du théorème s'est faite en parallèle d'énormément de choses qui ont couru tout au long du XIXe siècle. Donc d'une part l'apparition de la géométrie algébrique complexe, la création de l'analyse complexe, les débuts de l'analyse fonctionnelle, le foisonnement à l'époque de la théorie des équations différentielles et la naissance de la topologie algébrique. Ok. Donc tout ça est contenu dans. Il faut de tout ça pour réussir à concevoir cet énoncé. Donc cet énoncé, c'est vraiment un aboutissement. Et là, je vois qu'on a quand même pas mal avancé dans le temps. Est-ce que tu pourrais nous parler du début, peut-être passer sur le tableau et nous parler un petit peu du début de cette histoire? D'accord. Essayons de passer sur le tableau alors. Donc, ce tableau, est-ce qu'il fonctionne? Alors là, on a un tableau qui s'affiche. C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Il n'attend que toi pour que tu nous expliques les choses. Donc le début, en fait, l'origine, il y a plein d'origines, il y a diverses origines du sujet. Par exemple, la cartographie est une origine. Et on peut introduire le sujet via la cartographie. Mais il y a un sujet qui est bien plus ancien, courbe du plan. Donc là, ça fonctionne ou pas le tableau? Ah oui, tout à fait. Ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement. Donc l'étude des courbes du plan, c'est un sujet extrêmement ancien puisqu'il a été commencé par, même à l'époque des Grecs anciens. Donc à l'époque des Grecs, on a étudié les droites, les cercles. Plus généralement que les cercles, on a étudié les coniques, d'accord, que ce soit des ellipses, des hyperboles, des paraboles, d'accord. Et puis on a même étudié quelques courbes un peu plus originales, comme certaines spirales, en particulier la spirale d'Archimède. La spirale d'Archimède, c'est celle qu'on retrouve sur les disques vinyles. D'accord, c'est vous voyez ce que c'est. Bon, les disques vinyles, évidemment,
Plus personne ne voit ce que c'est quasiment. Bon, la spirale d'Archimède, elle est comme ça, d'accord, donnée par une équation. Si vous voulez, ρ, c'est une constante fois θ. Donc, on a étudié ça depuis très longtemps. Mais les choses ont commencé à devenir beaucoup plus sérieuses, je dirais, à partir du XVIIe siècle. Pourquoi? Parce que tout un tas de gens, enfin pas tout un tas, mais en particulier, disons, les évidences, ce sont Descartes, Fermat. Tous ces gens-là ont permis l'introduction des coordonnées cartésiennes. Ce qui fait on s'est mis à repérer un point du plan par deux nombres x et y. Peut-être aujourd'hui d'une banalité, mais en fait, bon, c'est comme tout, quoi. Une fois qu'on a compris, les choses deviennent simples, hein, mais il faut y arriver, quoi. C'est ça la difficulté. Mais à partir du moment où on a ces coordonnées cartésiennes, on a pu commencer à décrire toutes ces courbes à l'aide d'équations. Et donc, à partir de là, c'est un peu la naissance de ce qu'on a envie d'appeler la géométrie algébrique. D'accord? On va étudier la géométrie, en l'occurrence des courbes, grâce à... Donc, je passe sur le tableau 2. Et à partir de là, il y a deux points de vue qui sont complémentaires, mais assez distincts. Il y a deux points de vue sur les courbes, j'ai envie de dire. Il y a le premier point de vue qu'on a envie de qualifier d'implicite. Donc c'est quand vous vous donnez une courbe par une équation de la forme f de xy égale 0. C'est une fonction donc de R2 dans R. Le niveau 0, quand est-ce qu'elle vaut 0? Eh bien ça vous dessine une courbe. Exemple, x2 plus y2 égale 1, enfin moins 1 égale 0. Ça, c'est l'équation du cercle. Vue implicite. Et puis il y a le point de vue dual, si on peut dire, qui est un point de vue explicite, c'est-à-dire que vous donnez votre courbe en tant qu'une courbe paramétrée. Donc c'est plutôt, au lieu d'être, ah oui, là tout à l'heure j'ai écrit une fonction de R2 dans 0, mais c'est une fonction de R2 dans R, d'accord? Bien là c'est le point de vue dual, c'est une fonction de R dans R2. Ce qu'on va appeler une courbe paramétrée. Et donc c'est une autre manière de parler des courbes. Et alors pour le cercle, vous avez il y a plein de paramétrisation, donc évidemment, je dirais que une paramétrisation qu'on apprend et qui est très importante, c'est celle par les fonctions trigonométriques, d'accord, x de t, y de t. Mais vous pourriez avoir une fonction juste avec le paramètre t, d'accord, je ne vais pas me risquer écrire une formule, mais je vais me gourer. Donc je vais pas le faire. D'accord? Mais donc, vous voyez comment on fait, vous faites un coup de projection stéréographique, vous comptez le t. Donc vous pouvez trouver une fonction uniquement rationnelle de t. Donc, vous avez ces deux points de vue sur les courbes. Eh bien, le théorème d'uniformisation, il vous permet de passer du point de vue implicite au point de vue explicite. Donc vous avez quelque chose qui est donné de manière implicite par une fonction, une formule genre x2 plus y2 moins 1, et vous allez pouvoir le paramétrer. Ok, alors ça a été fait donc dès l'instant où on a eu toutes ces coordonnées cartésiennes, et donc les gens se sont mis à étudier plein d'autres courbes qui étaient impossibles d'étudier avant. Donc, je vous donne quelques exemples. 3. Donc, on passe en 3. Alors là, je voulais juste peut-être intervenir un court instant. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que le passage de implicite à explicite est pas du tout facile en général.
C'est-à-dire que pour le cas du cercle, ça paraît très très simple. Mais si on avait des équations plus compliquées, on est complètement coincé a priori. Ah bah, oui. Optimisation résout le problème. Donc là, j'ai passé Ça existe toujours. Ça veut dire que ça existe. Alors ça résout le problème toujours au sens du mathématicien, c'est-à-dire en disant ça existe, mais est-ce que ça donne des... il y a des cas où on peut le faire. Il y a des cas explicites. Si tu me donnes une équation extrêmement compliquée, je vais pas pouvoir te donner la formule. Donc ce que va dire le théorème, c'est que cette formule, elle existe quand même. C'est ça qu'il dit. Exact. Mais il va falloir un petit peu élaborer. Il va falloir comprendre ce que... Alors, donc, je suis sûr que tu t'aperçois que le temps tourne. Donc, à partir du moment où on a eu les coordonnées cartésiennes, donc on s'est mis à étudier un tas de courbes. Donc, par exemple, des courbes qui ont passionné les gens. Ce sont les courbes brachistochrone, la courbe brachistochrone, tu vois, c'est celle qui... Est-ce qu'on peut la dessiner? Disons que vu que je suis au tableau, je peux la dessiner. Ouais, carrément. Je cite le problème, donc tu as un point là, et puis admettons, tu veux arriver ici. Donc évidemment, si tu veux lâcher un objet qui va rouler sans glisser, machin, etc. Tu lâches une bille. Donc le plus court chemin pour aller du point A au point B, bien sûr, c'est la ligne droite. Mais la question c'est, est-ce que c'est le chemin le plus rapide? D'accord? Donc la réponse c'est non. Alors le plus rapide, en fait, ça veut dire vraiment... donc je veux trouver une surface, enfin une courbe. Non, regarde, j'ai dessiné une autre courbe. Bon, maintenant je me mets en haut et je lâche une bille. Donc la bille, elle peut dévaler la première pente là. Ouais. Et puis elle peut prendre la deuxième courbe et elle dévale, d'accord? Et je veux savoir quelle est la bille qui arrive en premier. C'est celle qui est passée par la première route ou par la deuxième route? Ok. D'accord. Donc évidemment le plus court chemin, on sait, c'est la première route, c'est la ligne droite. Mais est-ce que c'est le chemin le plus rapide? C'est clair comme énoncé. Donc oui, ça me paraît parfaitement clair. Oui, elle roule et voilà. Donc c'est pas évident. Elle pourrait. Sur ton deuxième dessin, ce qu'il y a, c'est que comme au début, elle part très vite. On peut se dire que elle a plus de chemin à parcourir, mais comme elle part très vite, elle va le parcourir plus vite et arriver plus vite en B que si elle était partie sur la ligne droite. On est d'accord, hein? Exact. Bon, ben c'est exactement ça qui se passe. C'est que en fait le chemin le plus rapide, c'est carrément une courbe donc avec une tangente verticale et qui fait même comme ça, elle passe même dessous et elle remonte comme ça, d'accord? Bon, c'est cette courbe là qu'on appelle la courbe brachistochrone. Ah oui, donc elle fait un trajet qui est largement plus grand que celui du segment joignant A à B. Ouais, mais bon, mon dessin est peut-être un peu exagéré. Mais en fait, donc elle est aussi connue sous le nom d'une cycloïde. Vous voyez, je la dessine comme ça. La cycloïde, c'est la trajectoire que fait un chewing-gum qui serait collé sur la roue de votre vélo. D'accord? Donc vous imaginez qu'il y a un truc sur le pneu et vous avancez. Eh bien, ce truc-là, il va faire une trajectoire comme ça, d'accord? C'est une cycloïde. Bah, c'est ça, cette courbe orange, mais simplement, il faut tourner la figure. D'accord. Donc en fait, c'est sur le vélo, si j'ai un dispositif lumineux, j'ose pas dire le nom parce que je me trompe à chaque fois, un catadioptre, je crois, ou quelque chose comme ça, et que je le suis sur la roue, je vais voir ça. Voilà, exact. Bon, alors, donc ça, c'est un problème qui a été très célèbre au XVIIe siècle, qui a été très célèbre, qui a occupé beaucoup les mathématiciens, etc. Le problème de la courbe brachistochrone. D'autres problèmes dans ce genre, la courbe tautochrone, etc. On s'est mis à étudier des spirales, donc là, pas seulement la spirale d'Archimède, mais la spirale logarithmique. Vous voyez une spirale qui serait donnée plus. Ah, si.
Alors là, dans le chat, il y a Christian Merca qui dit le maître nageur, c'est encore autre chose. Non. Parce que quelqu'un parlait du problème du maître nageur. Et le maître nageur, c'est l'histoire avec genre on doit aller d'une rive à l'autre, je m'en souviens plus trop. Et le problème se résout pas de cette manière-là. Donc je crois qu'effectivement. D'accord. Ok. Bon, dis ah oui. D'accord, mon stylo. Ah voilà, d'accord. Ah, ton stylo, il a. Ok, donc non, c'est bon. Donc les gens étudiaient d'autres. Je parlais de spirale logarithmique, etc. Donc ça, c'est des courbes, ce qu'on appelle des courbes transcendantes, par une équation algébrique comme x2 plus y2 moins 1 égale 0. Mais les gens ont aussi étudié des courbes algébriques qui ont des noms tout aussi savants. Par exemple, la lemniscate. C'est une courbe qui est en forme de, en forme de infini comme ça. D'accord, la lemniscate de Bernoulli. Les gens ont étudié. Alors la lemniscate de Bernoulli, ce que tu es en train de nous dire, c'est une courbe algébrique, c'est-à-dire que c'est une courbe que je peux écrire comme le zéro d'un polynôme de deux variables, c'est ça? Comme je savais que tu allais me demander l'équation, je suis quand même allé chercher. Je suis tellement prévisible. Sur Wikipédia, donc là voilà l'équation algébrique de la lemniscate. D'accord, donc c'est un peu plus compliqué que le cercle, mais pas tellement plus. Et ce que je vois, c'est que c'est degré 4 au lieu d'être degré 2, quoi. Exact. Voilà, donc après là, je t'ai dessiné la cardiodide. Si tu me refais le coup, tu connais la réponse. Non, je vais pas te refaire le coup, mais là encore une fois, voilà, on va avoir un polynôme. Voilà, on a étudié ça, c'est ce qu'on appelle le folium. Bon, ça c'est tout un tas de courbes qu'on aime étudier, qui sont extrêmement classiques. Et bon, enfin moi quand j'étais comme beaucoup, sûrement toi aussi, quand on était en première ou deuxième année, des courbes qu'on étudiait. Exactement. J'ai une question du chat sur ces courbes. Les courbes transcendantes, brachistochrone, spirale et compagnie, font-elles partie des courbes analytiques dont parle Hilbert dans la seconde partie de son énoncé? Oui, qu'elles sont données. Eh bien, tout à fait. Elles sont données par une fonction. Le paramétrage, c'est tout à fait des fonctions. Il n'y a aucun problème. Elles en font partie. Ok, parfait. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le monde se divise en deux catégories. Il y a le monde des courbes algébriques, qui sont données par une équation polynomiale. Elles ne sont pas, mais qui sont, si elles sont données raisonnablement, c'est par des fonctions raisonnables. Ouais. Bon. D'accord. Ok. Et puis les autres, en gros. Voilà. Bon, alors, donc le premier invariant aux yeux des gens, à partir de Newton. Donc, si tu veux, alors pour les Grecs, ce qu'ils ont étudié, on a dit, c'est les droites, les coniques, etc. Ce sont les courbes de degré 2. D'accord? C'est le degré, c'était l'invariant évident qui a sauté aux yeux. Okay. Donc, les braves coniques, les braves courbes des Grecs, c'était des courbes de degré 2. Donc, tout allait bien. Donc, Newton s'est lancé dans l'étude des courbes de degré 3. Et il s'est dit, je vais les classifier comme on su si bien le faire, les Grecs, avec les courbes de degré 2. Est-ce qu'on pourrait rappeler la classification des courbes de degré 2? Bon, de degré 2, c'est, alors, si les degrés 2, c'est très simple, c'est ça qu'on appelle les coniques. Donc, tu prends un polynôme de degré 2 en xy. Et donc, non, mais là, on peut le rappeler donc, juste oralement. On a quoi en conique? Juste oralement, tu prends un polynôme en x, y en deux variables, donc tu auras des termes en x2, en y2, en xy, en y, et puis en constante. D'accord? Ouais. Eh bien, ce truc-là, si tu le dessines, c'est une conique. Donc, c'est soit c'est un cercle, une ellipse, plus généralement une ellipse, soit une hyperbole, soit une parabole. Ok. Sauf dans les cas où c'est dégénéré. Par exemple, tous tes coefficients sont nuls, sauf les termes linéaires. S'il te reste plus que x plus y égale 0, évidemment, tu tombes en degré 1. D'accord, mais si c'est non dégénéré, tu vas tomber là-dessus. Ok, donc en fait, ce que voulait faire Newton, c'est la même chose, mais en degré 3. Et donc, le problème, c'est qu'il faut
mettre au point une définition, donc il se lance dans une description qualitative et il invente une notion de type et il classifie et il trouve 72 types. 72 types. Alors, donc, au lieu d'en avoir 3 comme on Exact. avait tout à l'heure, on avait juste 3 types tout à l'heure, hein, si j'ai bien compris. Même en degré 2, on peut dire qu'on a qu'un seul. Oui, on a 3 types de coniques, effectivement. Hein, Une famille des coniques, et il y a 3. Donc, mais c'est pas. Donc, il faudrait préciser ce que c'est type, mais donc il se lance là-dedans, et il en trouve 72, et en fait, en recomptant, on s'aperçoit qu'il s'est trompé, il en a oublié 6. Bon. Donc, ça, c'est plus. En plus, suite l'air a critiqué sa définition. Bon, bref. Pleuker s'est lancé dans une autre définition, et lui, il en a trouvé 219. À l'évidence. 219 types différents de courbes. Oui, mais le problème, c'est que qu'est-ce que c'est que la définition de type que tu donnes? Et c'était juste moisi. Et à l'évidence, on peut pas continuer comme ça et on va pas aller loin. D'accord? Ouais. Donc, c'est là qu'il y a 3 innovations fondamentales que je veux expliquer rapidement. Ok, donc je repasse sur le tableau. Ah oui? Ah oui. Moi j'étais toujours sur le tableau. Oui, Et oui, on est au tableau. Oui, on est toujours sur le tableau. Bon, donc je passe au tableau 1. D'accord? Au tableau 1, c'est Et parti. j'efface. C'est parti. Et j'efface. D'accord? Donc, il y a 3 innovations majeures qui vont ensuite complètement changer le paysage et structurer et commencer à pouvoir faire les choses comme il faut. La première innovation, c'est ce qu'on appelle la géométrie projective. C'est quelque chose qui a été inventé par des mathématiciens comme Desargues et compagnie. C'est de dire que dans la géométrie, si elle est juste affine, il manque des points. Il manque des points à l'infini. Ça se voit bien si tu prends par exemple une parabole. Toi, une parabole, c'est comme ça, donc il y a une direction asymptotique, là, bon, que j'essaie de dessiner horizontale. Mais donc, on a envie de dire qu'il manque un point à ce truc-là. Et il manque cette direction asymptotique, d'accord? Donc, si je rajoute ce fameux point à l'infini qui manque, ça devient une ellipse. Si je rajoute le point qui manque, d'accord? Donc, il faut comprendre que les deux branches, elles font comme ça, d'accord. Pareil, si tu prends une hyperbole, c'est un truc comme ça. Mais tu as envie de dire, donc tu as 2 asymptotes. D'accord? Tu en as une qui est comme ça, là. Évidemment, c'est très mal dessiné, mais tu en as 2, là. D'accord? Donc, si je rajoute, donc j'aurais dû dessiner. Ouais, il faut dessiner les asymptotes avant, en général. Oui, avant, sûrement. Donc, si je rajoute 2 points à l'infini, une pour la première asymptote. Ok, attends, je suis pas encore très avec ce truc, voilà. Hop là. Si je rajoute un point là pour la première asymptote, vu que cette première asymptote là, elle descend là, puis elle ressort de l'autre côté, ce point il est aussi de l'autre côté là. Ok. Et puis la première asymptote, tu vas la faire se refermer sur elle-même en quelque sorte, hein, en un grand cercle immense. Il a un point rouge, tu vois. Et maintenant, si maintenant je me promène, je pars d'ici, je monte, hop, j'arrive au point jaune, je ressors dans le point jaune, j'arrive dans le point rouge, je ressors dans le point rouge, je suis revenu au départ. Donc ce truc-là, c'est pareil qu'une ellipse. D'accord. La géométrie projective, elle fait quoi? Elle rajoute des points à l'infini. Donc le plan devient plus un plan affine, mais devient un plan projectif. Et une fois qu'on a rajouté ces points à l'infini, on voit que des coniques, il n'y en a plus qu'une. Conique à équivalence projective près. Et donc tu vois le pouvoir d'unification de l'affaire, c'est que ellipse, parabole, hyperbole, en fait, projectivement, c'est une et une seule chose. Donc la grande idée, c'est comme si j'avais des objets, il y en avait un seul qui était complet, c'était mon ellipse en quelque sorte. Et puis tous les autres, il leur manquait pas grand-chose pour avoir une certaine complétude. Et ce pas grand-chose, je vais le chercher à l'infini, en rajoutant des points. De manière générale, il faut penser les choses en se disant je dessine mon truc et à chaque fois que je vois une direction asymptotique, je rajoute un point qui manque. Et en fait, ça va compactifier ma courbe algébrique. Elle va devenir ensuite, il y aura plus de moyen de partir à l'infini. Ok.
Et du coup, Tu alors, rajoutes le manqué. avec cette idée, donc, si je prends les 260, je sais pas combien de pluckers, Ouais. et que je rajoute mes petits points à l'infini, là, j'en ai Ah non, combien? mais attends. Non, mais attends. Ça, alors ça, je pourrais pas te répondre parce que donc c'est pour le degré 3, mais parce que je t'ai dit qu'il y a 3 innovations majeures, Ouais. 3 innovations, et après je pourrais répondre à ta question. Ok, pardon. Donc revenons, donc faisons D'accord? les deux autres innovations. La deuxième innovation, c'est donc jusque-là, X et Y, c'était, si vous voulez, des nombres réels. Même si cette notion n'était pas formalisée au XVIIe siècle. Hein. Mais à partir Gauss, ces gens-là comprennent, enfin, je veux dire, les nombres complexes sont inventés avant, mais pour véritablement rentrer dans la danse, on va X et Y vont devenir des nombres complexes. Le point de départ de, enfin l'acte fondateur de ça, c'est que dans les nombres complexes, le corps des nombres complexes, il est algébriquement clos. Un complexe a toujours un polynôme de degré n a toujours n0 si on les compte avec leur multiplicité, mais il a toujours des zéros. Okay. D'accord. Donc C il est algébriquement clos, c'est-à-dire que si je prends l'équation x2 plus 1, deux solutions. Alors là, cette fois, il faut faire attention parce que le X, c'est en fait un Z. Ah oui, oui, c'est non mais moi, oui, d'accord. Ouais. Oui, d'accord. Donc là, presque, ça vaudrait le coup de l'appeler pour une fois ou 30 secondes, c'est un Z2 plus 1. Il faut bien comprendre que là, le X tout d'un coup devient complexe. Ah ouais, d'accord. Tout à fait. C'est pas parce qu'il devient complexe qu'il doit changer de nom, mais bon, admettons. En tout cas, ça... Donc, en tout cas, ça va. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu peux lui garder le même nom. Il faut juste bien dire que X est un nombre complexe. Exactement. Mais c'est vrai que ça, voilà, il faut une certaine habitude pour voir X comme un nombre complexe. Tout à fait. Et... Non, mais tout à fait. Disons que le problème, c'est que souvent, donc le nombre complexe, on le décompose en parties réelles et parties imaginaires, qu'on a aussi naturellement, pour des bonnes raisons, envie d'appeler X et Y. Voilà. Évidemment, pour le couple XY, il faut un troisième nom, donc Z. Ok. Donc ça va donner ça va permettre une unification considérable aux énoncés de géométrie. Par exemple, le fait que bien tout polynôme, par exemple, tout polynôme ou toute équation x plus, par exemple, là, si on regardait cette équation, réelle, il n'y avait pas de solution, c'était un ensemble vide. Bien, maintenant, si on prend les nombres complexes, c'est pas un ensemble vide. Faire. Oui, parce que par exemple, si je prends pour x que ça vaut i par exemple et y que ça vaut 0, j'ai déjà une solution. Exact. Ouais. Donc, on va avoir des points partout. Et puis, les énoncés aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un polynôme de degré n, eh bien, il a toujours n solutions. Et, encore une fois, il y a quelque chose... les énoncés vont devenir tous plus jolis. Très bien. Tout comme en géométrie projective, les énoncés devenaient plus jolis. Je vous l'ai pas dit, mais par exemple, si vous prenez deux droites dans le plan, toujours en un unique point, n'est-ce pas? Deux droites se coupent en un unique point. Toujours. Sauf, vous allez me dire, ah oui, mais sauf quand elles sont parallèles. Elles sont parallèles. Si elles sont parallèles, c'est précisément qu'elles ont un point en commun, la direction, qui est la même. Droite. Ouais. Dans le plan projectif, deux droites se coupent toujours en un unique point. Si tu les regardes dans le plan affine, et c'est très bien, soit elles sont parallèles dans le plan affine, et c'est donc qu'elles se coupent à l'infini. Alors, quand tu parles de plan projectif, donc ce qu'il faut, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que c'est le plan habituel, le plan affine, auquel tu as rajouté à l'infini un point pour chaque direction. C'est ça que tu dis. Ok. Exact. Et donc, du coup, tu vois que cette géométrie projective a un côté aussi simplificateur. D'accord? Les énoncés ça devient plus élégant. On peut dire, donc, deux droites quelconques se coupent
se coupe toujours en un unique point. Il n'y a plus besoin de distinguer le cas parallèle ou pas parallèle. Le point de vue, les nombres complexes, à nouveau, ça permet d'unifier et simplifier les énoncés. Et la troisième innovation, pour employer une terminologie d'aujourd'hui, c'est que jusque-là, on s'autorisait que des changements de coordonnées linéaires. Tout le monde avait remarqué, évidemment, que quand tu fais un changement de coordonnées linéaires, c'est-à-dire que tu changes x en une application linéaire, disons ax plus by, et puis y, tu le changes en cx plus dy. D'accord? Tu fais une application linéaire, eh bien le degré du polynôme, il était inchangé. Évidemment, si tu as une équation de degré 2, tu fais un changement de coordonnées linéaires, ça reste de degré 2. Ah oui, tout à fait. Assez rapidement. Mais si on s'en tient au changement de coordonnées linéaires, eh bien, on peut pas aller très loin, d'accord? Donc, il y a un petit calcul sur le degré qu'on peut faire, mais en fait, leur dimension, donc j'ai fait le calcul, elle croît comme d fois d plus 3 sur 2, alors que les changements de coordonnées linéaires, même si on se place dans le plan projectif complexe, eh bien, ça reste de dimension 8, donc c'est pas assez. Donc, on n'arrivera pas bien à classer les choses. Et donc, l'idée, c'est d'introduire des changements de coordonnées non linéaires. Parce qu'en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand tu vas faire des changements de coordonnées, tu vas dire que les choses se correspondent. S'il y a un changement qui correspond. Donc, je vais pouvoir mettre les choses par paquet. Parce que le gros problème qu'on a là, si j'ai bien compris, c'est qu'on a trop de cas différents. Il faut absolument les mettre en paquet. Ouais. C'est-à-dire que tu as plein d'objets, mais on a toujours pas dit... c'est un phénomène général en maths. On a des objets. Donc en maths, d'abord on définit des objets. Bien, mais ensuite il faut définir des morphismes entre les objets et dire quand est-ce que deux objets sont les mêmes. On est dans la jungle des courbes algébriques, il y en a des tas de courbes, mais il y a un moment donné, il faut commencer à dire qu'est-ce qu'on a envie de... Si on veut faire une classification, il faut commencer à dire qu'est-ce qu'on s'autorise et qu'est-ce qu'on a envie de considérer comme la même chose. Donc, voilà, tant que t'as pas fait ça, tu peux... et donc, tu te retrouves avec Newton, il avait juste le degré, il regardait le degré 3 et il a inventé des trucs, mais ça permettait pas de classer parce que ça restait gigantesque. Donc, il faut dire quand est-ce que deux choses sont isomorphes. Et donc là, on va introduire des changements de coordonnées non linéaires du genre x, y. On va pouvoir le transformer en 1 sur x, 1 sur y. Ça, c'est une transformation célèbre qu'on appelle la transformation de Jonquière. Donc on va s'autoriser ce genre de choses non linéaires, mais alors tu vois que ce genre de choses, évidemment, ça va transformer, si tu prends cette transformation et que tu prends la droite x plus y égale 1, bah, tu vois que cette droite-là, elle va être transformée en 1 sur x plus 1 sur y égale 1, et c'est-à-dire une conique. Parce que ça, c'est de degré 2, n'est-ce pas? Quand tu remets au même dénominateur, tout ça. D'accord? Donc, on voit que si on s'autorise des transformations non linéaires, eh bien, les droites et les coniques se mettent à rentrer dans la même catégorie. D'accord? Et ça porte donc on va s'autoriser ce genre de transformation, et plus généralement, ces transformations, elles vivent dans un groupe qu'on appelle le groupe de Cremona, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va appeler la géométrie birationnelle. Donc, on va s'autoriser un certain nombre de transformations non linéaires, et on va rentrer dans le monde de la géométrie birationnelle, et ça, c'est vraiment l'une des grandes idées de Riemann. Et donc, voilà les trois innovations qui vont complètement radicalement changer le paysage. À partir de là, on va pouvoir étudier les choses. Et donc, si tu veux, donc je suis passé sur le tableau 2, mais je vais finir avec le tableau. Mais tu vois, par exemple, on va dire qu'une courbe, par définition, on va dire qu'une courbe, elle est rationnelle. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être toujours birationnellement équivalente à une droite.
D'accord, donc avec ces fameuses transformations 1 sur X, 1 non sur Y linéaires. et leur Voilà. Et leurs généralisation. copines. Ouais, Voilà. ok. Et donc, du coup, toutes les coniques non dégénérées, eh bien, elles se sont toutes des courbes rationnelles. Donc, les droites, les coniques non dégénérées, tous ces gens-là, ce sont des courbes rationnelles. Et elles correspondent, donc, derrière une courbe, derrière ta courbe, eh bien, vu que tu as des nombres complexes, apparaît une structure de surface de Riemann, d'accord? Et derrière toutes ces courbes rationnelles, en fait, se cache la sphère de Riemann, celle qu'on avait notée tout à l'heure, ces chapeaux, d'accord? La fameuse sphère de Riemann. Ah oui, Donc les parce courbes que rationnelles. Et donc là, si tu veux, ah, non, mais il y a un truc il faut qu'on s'arrête là 30 secondes, c'est que ça paraît peut-être évident une fois qu'on l'a dit, mais comme on travaille maintenant avec des variables qui sont complexes, dire regardez le lieu des zéros d'un polynôme de deux variables, ça fait quelque chose qui est de dimension réelle 2. Donc on obtient vraiment des surfaces. exact. On est en train de travailler avec des surfaces. Exact. Mais tout le sujet, c'est de à la fois penser en termes de surface, parce que en termes de surface donc de dimension réelle 2, parce que c'est ça qui va faire Riemann et on va pouvoir introduire, et c'est à cette occasion-là que va être développée toute la topologie des surfaces, etc. Donc ça va être extrêmement productif. Mais en même temps, il faut y penser comme des courbes de dimension 1 complexe. Oui, c'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire, parce qu'il y a besoin que d'un seul nombre complexe pour les paramétrer. C'est que finalement, l'intuition qu'on a sur les courbes, quand on passe chez les complexes, on voit des surfaces maintenant, mais on peut garder l'intuition qu'on avait sur les courbes pour ces surfaces. Exact. Ok. D'accord. Donc, et alors là, ce qui est génial, c'est que quand tu commences à penser à tes courbes algébriques comme des surfaces, et ben donc tu as les invariants de la topologie qui arrivent, et en particulier le premier invariant, c'est le genre. D'accord. Le genre, c'est-à-dire le nombre de trous, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, les courbes rationnelles, ce sont les courbes de genre 0. Donc ensuite, on va vouloir... donc, tu vois, là, on voit apparaître un vrai invariant qui est beaucoup plus sérieux que le degré. Le degré, c'était pas terrible. Donc, c'était... D'accord, c'est pour ça que les gens s'en sont pas sortis. Ouais. Là, on a un premier invariant qui est de nature topologique, qui fait qu'à n'importe quelle équation algébrique, P de xy, d'accord, égale 0, P c'est un polynôme en xy, eh bien il y a un invariant topologique derrière qui est caché, qui est le genre de la surface qui est caché derrière. Donc le sujet démarre là à partir de Riemann, et on va vouloir comprendre quelles sont les surfaces de genre 1, de genre 2, etc. Alors est-ce qu'on peut juste dessiner une surface de genre 1 pour bien faire comprendre qu'est-ce que c'est comme genre 1, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un tore. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a certaines équations, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Il y a des équations dans les zéros dans C, ça va me donner un tore. Bah voilà, par exemple, je t'en donne une. Ok, vas-y. Bah par exemple... Fais péter l'équation. Non mais, par exemple, x3 moins x plus 1, quoi. Voilà. Donc là, ça, c'est une équation de degré 3. Donc, c'est des équations qui sont extrêmement utilisées et puis qui ont des propriétés fantastiques point de vue de l'arithmétique. Donc, c'est ce qu'on appelle une courbe elliptique. Elle s'appelle comme ça parce que c'est relié à un autre problème que le problème de calculer ce qu'on appelle des intégrales elliptiques. Pourquoi? Parce que la question, c'est tu prends une ellipse, tu vois, et tu veux calculer la longueur d'une ellipse. La longueur d'accord, du périmètre. Eh bien, ça va te faire intervenir des équations comme ça. Donc, on va appeler ça une intégrale elliptique, et donc c'est lié aux courbes elliptiques. Alors, laisse-moi voir si je comprends bien. Je vais essayer. Imaginons, tu m'as donné cette équation à comprendre. Si je devais faire ça bêtement comme je faisais avant dans le plan, en imaginant que x est réel et y est réel, je vais trouver une courbe qui va pas me parler beaucoup, je pense. Non, tu vas trouver, alors selon les courbes, bon là j'ai pris des coefficients au hasard, donc je peux pas dire, mais soit tu vas trouver, là ça va peut-être être un truc comme ça, elle peut être en 2 morceaux, toi, ou elle va peut-être être en un seul morceau comme ça, toi. En tout cas, je trouve quelque chose, je vais trouver une courbe qui peut avoir diverses formes. Mais tu vas trouver une courbe, attention, des fois tu trouves le vide, hein.
Ah oui. Tu veux rien. Ah oui, ça je peux comprendre parce que mon polynôme, il a peut-être pas de solution. Voilà, peut-être pas de solution réelle. Donc, Ouais. et donc des fois, tu vas trouver deux morceaux, plusieurs morceaux, etc. Mais si tu regardes dans les complexes, il y a qu'un seul morceau. Donc ce que tu me dis, c'est que si je regarde dans les complexes, si je rajoute les points à l'infini, si je fais tout ce bazar là, tout d'un coup, ça devient très simple. Je vais toujours voir des torts pour ce type d'équation, par exemple. Alors pour les équations comme ça de degré, celle que j'ai écrite qui est de degré 3, degré 4. D'accord? Degré 3, degré 4. En fait, il y a même une formule qui s'appelle la formule de Plucker. Mais là, on s'égare. Alors d'ailleurs, on ne devrait pas s'égarer parce que tu sais, on s'approche de la fin. Ah ouais, bah là. Et donc t'as peut-être. une formule, tu vois, regarde. J'étais sûr que tu pourrais pas résister. Ah bah non, mais... Elle est très belle. Non, mais elle est très très belle. Je veux dire, cette formule est magnifique. Voilà. Ouais. Donc si tu me donnes le degré D du polynôme, je peux te calculer le genre. Voilà. Donc D'accord. ici c'était 3. Donc mon polynôme là était de degré 3, hein, puisque Exact. je vois bien que le coefficient. Donc si je fais 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. 2 que divise 2, ça fait 1. Donc finalement le genre c'est 1. Et le genre c'est 1, ça veut dire que j'ai un seul trou. Et donc effectivement, je trouve ce que tu m'avais dit ici. Bon allez, j'y crois à ta formule. Mais c'est vraiment parce que c'est toi. Donc, elle marche aussi pour D égale 1 et D égale 2. Parce que je t'ai dit que les droites et les coniques, c'était des groupes donc de genre 0. Ok. Alors dis-moi, Aurélien, est-ce qu'on peut conclure sur cette histoire de théorème d'uniformisation et on va passer un peu plus sur la suite du projet. Bon, ben alors du coup, ce théorème d'uniformisation, je conclus en te disant que la question, c'est que tu as ton équation comme ça qui est explicite. D'accord? Et c'est très bien. La question, c'est est-ce qu'on est capable de trouver un paramétrage? Est-ce qu'on est capable d'écrire x comme une fonction x de t et y comme une fonction y de t? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de paramétrer par une variable t tous les points de la courbe? Ok? C'est ça donc on voudrait passer du paramétrage explicite de l'équation on voudrait passer de l'équation implicite à un paramétrage explicite. Et là, il faut comprendre que t c'est un nombre complexe cette fois. C'est plus. Bien sûr, il y a que des nombres complexes. Et donc c'est ça que dit le théorème de Riemann, Poincaré-Kobe, le théorème d'uniformisation des surfaces de Riemann. Il dit que au-dessus de n'importe quelle surface de Riemann, par exemple au-dessus de mon tore, il vit une surface de Riemann simplement connexe, qui ici va être en fait tous les nombres complexes. Ça va être le C. Je dis qu'il y a 3 possibilités. Donc c'était soit C chapeau, soit le disque hyperbolique. Donc le nombre complexe T, il vit là-dedans. Et donc vous avez cette surface qui se projette, d'accord, sur votre objet que vous étudiez, donc ici mon tore, ma courbe elliptique. Et donc cette projection, c'est ça qu'on appelle un revêtement, et c'est pour ça que lui, là, c'est une surface simplement connexe qu'on appelle le revêtement universel. Et donc cette application-là que je dessine en un peu foncé, eh bien c'est exactement celle que je dessine à x de t et y de t qui me donne un paramétrage. Alors justement, on a une question dans le chat qui dit la chose suivante. A-t-on moyen de savoir si le revêtement universel sera C, la sphère de Riemann ou H? Peut-elle être de genre fini? Dans le cas des courbes algébriques, on a des choses comme la formule de Plucker qui relie le genre au degré. Donc je pense que je l'ai lu un peu tard cette remarque, mais voilà, je te la fais remonter. Ah d'accord. Donc en tout cas, la réponse dans le cas des courbes algébriques, d'accord? Eh bien, donc vous regardez votre courbe algébrique, admettons que vous l'étudiez et puis que vous arrivez à calculer son genre. Donc soit c'est 0, soit 1, 2, 3, etc. Eh bien, si vous le trouvez que c'est de genre 0, ça veut dire que votre courbe algébrique, c'est la sphère de Riemann. Donc elle est revêtue par elle-même, il n'y a rien à faire. Si vous êtes en genre 1, c'est donc que vous avez une courbe elliptique comme ceci. Et donc là, elle va être revêtue par C. Et si vous êtes en genre 2 et n'importe quel genre plus grand,
eh bien vous allez être revêtu par le demi-plan supérieur, par le plan hyperbolique. Ok. D'accord? Donc rien que la topologie, rien que si vous connaissez la topologie, vous savez d'ores et déjà qui va être le revêtement universel. Mais bien sûr, expliciter des formules, donner des formules explicites x de t, y de t, eh bien ça, en général, vous pouvez pas. Mais par exemple, sur les courbes elliptiques, on peut le faire, et ça va vous donner lieu à des fonctions qu'on appelle les fonctions elliptiques, qui généralisent, si vous voulez, il faut les voir comme une généralisation des fonctions cosinus et sinus qui étaient valables pour les coniques. Ok, donc la situation qu'on avait pour les courbes, là, très simple, on a réussi à la généraliser. Et ce théorème d'uniformisation nous dit ça, nous dit que finalement... Exact. Okay. Et donc, à l'occasion de cette uniformisation, vous allez créer des fonctions x de t, y de t, des nouvelles fonctions les gens qui ont été créés à cette époque-là. C'est-à-dire, les gens aussi cherchaient ce qu'on appelle la quête de transcendantes nouvelles pour enrichir l'analyse. Parce que la question, c'est quelles sont les fonctions qu'on connaît. Et à l'époque, on connaît les fonctions polynômes, bien sûr, on connaît les fonctions sinus, on connaît l'exponentielle, le logarithme, et puis la classe de fonctions suivantes qui va apparaître, eh bien, c'est précisément les fonctions que j'ai écrites, là, x de t, y de t, qu'on appelle les fonctions elliptiques, qui sont là et qui proviennent de l'uniformisation des tores complexes. D'accord? Donc, ça va généraliser les sinus. Et bien sûr, quand on va passer en genre supérieur, eh bien, il y a des nouvelles fonctions. Ce sont les fameuses fonctions fuchsiennes qui vont apparaître, qu'aujourd'hui on appelle les fonctions automorphes, et qui sont vraiment au cœur des mathématiques modernes, bien sûr dans des généralisations, mais pour ceux qui ont déjà entendu parler, les formes automorphes, c'est vraiment un sujet chez les arithméticiens, géomètres algébristes, c'est vraiment un sujet... Alors justement, puisque si on veut aller plus loin, donc maintenant, donc oui. tu nous as donné la base en quelque sorte, si on veut aller plus loin, vous avez réalisé un site, peut-être qu'on pourrait parler de ça? Alors là, on peut parler de ça, mais c'est sur un autre sujet. C'est-à-dire que c'est la continuité, c'est-à-dire qu'ensuite, Henri-Paul de Saint-Gervais, une fois terminé son travail sur l'uniformisation, s'est lancé dans un deuxième travail autour de l'analysis situs. Parce que effectivement, dans l'uniformisation, Poincaré, quand il a développé tous ces outils, il a ressenti, il l'avait déjà ressenti pour l'étude des équations différentielles, mais le grand besoin de développer la topologie algébrique. Et donc, il a écrit un long mémoire qui s'appelle l'analysis situs, dans lequel il invente toutes les notions de revêtement, groupe fondamental, homologie, d'accord? Et donc, on s'est mis dans l'idée d'étudier ce mémoire et de créer un site web dans lequel on allait, un peu comme on avait fait sur uniformisation, relire ce mémoire avec des yeux modernes, et puis enrichir avec des tas de vidéos, des tas d'animations, pour expliquer les constructions que fait Poincaré et dont il parle. D'accord ? Okay. Donc, je pense que pour ça, il faudra revenir une autre fois. Je vais quand même montrer, donc là je suis en train de passer les transparents qui concernent ce site. Donc ce site, il est juste merveilleux, ça vaut vraiment le coup d'aller le visiter. Je suis dans un transparent qui dit « Notre site contient toutes sortes d'images ». Exact. Donc, contrairement à la citation d'avant où ils étaient fiers de pas en avoir, nous on est fiers d'en avoir plein. Donc, on voit des images farfelues, certaines très farfelues. Et c'est qui? C'est un mathématicien qui est avec le cochon, c'est qui? Ouais, mais c'est un mathématicien de premier ordre, c'est Whitehead. C'est pas vrai? Si, parce qu'à son occupation après le travail, il élevait des porcs. D'accord. Okay. Donc, ensuite, donc tu vois le transparent suivant, tu as tout un tas d'images que vous trouverez. Donc, oui. Alors c'est des images qui sont absolument fabuleuses. Hein. Moi, enfin, je suis voilà, qui sont fasciné par ça. Tu vois. Qui sont la plupart extraites d'animations, de petits films. Donc vous voyez sur la page suivante le site web, il y a 3 entrées principales. Soit on rentre par les œuvres de Poincaré, soit par les très nombreux exemples sur lesquels il calcule et il développe sa pensée, donc c'est passionnant à suivre.
Et puis ensuite, on a écrit un cours moderne sur le sujet. Voilà ce que je peux dire. Donc ensuite, j'avais prévu, mais je vous en parlerai une autre fois, de vous dire un peu plus ce qu'il y a dans le mémoire de l'analysis situs, ce qu'il y a dans le film, etc. Donc vous voyez un peu plus loin, si tu arrives à la page 37, tu vois d'autres images. Donc là où je montre on explique un pavage dodécaédrique de la sphère S3. Donc là, maintenant on parle de la... Je vais donner le mal de mer à tout le monde. Voilà, on y est. La sphère de dimension 3. Donc là, on explique comment elle se construit avec de dodécaèdres. Donc c'est assez magnifique. Alors là, on retrouve une idée que tu as exprimée pour la sphère de Riemann, mais qui ici, justement, on pourrait y revenir un petit peu, qui ici a lieu dans R3. On est en train ici de voir la sphère de 3 dimensions, donc à l'intérieur de l'espace à 4 dimensions, en quelque sorte. On est en train de la voir comme étant notre espace à 3 dimensions, et puis un point que tu as balancé à l'infini. Exact. Donc, exact. Et donc, pourquoi les arêtes sont courbées? Parce qu'on fait une projection stéréographique qui a pour contrainte de courber un peu les choses. Mais c'est exactement ça. Donc, en fait, il faut imaginer, comme pour la sphère de Riemann, on a un plan, on a un point ici à l'infini, puis en quelque sorte, le plan, on est en train de le courber comme ça, exact, pour rejoindre le point à l'infini. Sauf exact, que là, notre espace à 3 dimensions, on a du mal à voir comment on le courbe, parce qu'on n'a pas de vision de la 4e dimension, mais c'est un peu ça qu'il faut avoir dans la tête. Tout à fait. Et c'est que de la topologie, là, il n'y a pas de structure analytique. Ouais, là, c'est que de la... Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Un pavage dodécaédrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met des dodécaèdres dans cet espace. Tu peux nous raconter ça, peut-être? Ou le re-raconter? J'ai peur que ça nous emmène un petit peu loin, mais disons qu'on explique comment reconstruire la sphère en prenant des dodécaèdres. Le dodécaèdre, en fait, plus précisément, on prend un dodécaèdre et puis on recolle les faces qui sont opposées en faisant un certain nombre, un cinquième de tour exactement. Et donc on va construire ce qu'on appelle un espace, qui est l'espace dodécaédrique de Poincaré. C'est le même jeu que quand vous prenez un tore, que vous voyez ça comme un carré et que vous recollez les côtés opposés. Vous pouvez faire ça avec un cube, vous prenez un cube, puis vous amusez à recoller les côtés qui sont opposés. Mais vous pouvez aussi faire ça en faisant une rotation, c'est-à-dire au lieu de coller en face par une translation, vous faites une translation et une rotation. Eh bien, vous construisez a priori une autre variété que le recollement du cube. D'accord? Et ben là, c'est pareil, vous prenez un dodécaèdre et selon comment vous allez recoller avec la face d'en face, vous allez construire une autre variété. Et donc, il y a une variété qui est célèbre, qui s'appelle la variété dodécaédrique de Poincaré, et sur laquelle Poincaré a beaucoup travaillé, puis il a fait des calculs, il a calculé le groupe fondamental, l'homologie, etc. Et bien sûr, cette variété, elle a aussi un revêtement universel, comme le revêtement universel dont on parlait pour les surfaces tout à l'heure. Et son revêtement universel, il se trouve que c'est la sphère S3. Donc, on doit pouvoir voir ce revêtement universel et voir ce qu'on appelle l'action du groupe fondamental. D'accord ? Le groupe fondamental d'un espace va agir sur ce revêtement universel. C'est quelque chose que je voulais expliquer avec la racine carrée, mais on verra, ce sera pour une autre fois. Mais quand on a un espace et qu'on regarde son groupe, quand on a un espace et qu'on regarde au-dessus son revêtement universel, eh bien ce revêtement universel, il arrive avec une action du groupe fondamental de la base sur l'espace au-dessus. Et c'est cette action-là, en fait, que ces dessins représentent. Et donc, on doit pouvoir reconstituer toute la sphère S3 à partir de dodécaèdres, qui sont des pavages, qui sont des domaines fondamentaux. Donc, ça fait comme un pavage de la sphère S3. Et tout le jeu de recollement, c'est de comprendre comment le groupe fondamental agit. Et donc là, on a ces images qui sont magnifiques et qui aident à la compréhension. Il est clair que là, tu allais très vite, mais si on va sur le site, on est conduit à tout ceci de manière très progressive. D'ailleurs, je m'étais amusé. Donc, on peut vraiment commencer tout en bas. Il y a plusieurs constructions, on donne plein de façons de penser les mêmes choses. Et donc, c'est vraiment très... nous, c'est notre façon de voir les maths. Enfin, c'est une façon aussi de faire les maths. Il n'y a pas que les calculs. Il y a aussi essayer de visualiser et de comprendre géométriquement ce qui se passe, quoi. Alors, je vais un petit peu plus loin.
Je termine avec j'avais mis un transparent suivante qui est cette idée que j'aime beaucoup de Thurston, donc qui est un mathématicien vraiment du 20e, qui a profondément marqué et renouvelé la géométrie en particulier de dimension 3, et qui explique ça dans un texte assez remarquable où il réfléchit un peu sur ce travail, et il explique qu'on doit faire des efforts beaucoup plus importants pour communiquer des idées mathématiques, et on doit accorder davantage d'attention pour communiquer nos schémas mentaux, nos façons de penser, et pas seulement nos définitions, théorèmes et démonstrations. D'accord ? Nous avons besoin d'apprécier la valeur de la diversité des façons de penser sur la même structure mathématique. Donc il explique qu'on doit passer beaucoup d'énergie sur la description, l'explication, la compréhension du cadre intellectuel des infrastructures dans lesquelles nous pensons les maths. Et c'est particulièrement ce que vous avez fait dans ce site internet, Analysis Situs, qui est vraiment incroyable, quoi. Ce qui n'est pas non plus trop surprenant, puisqu'on est tous un peu... Thurston est sûrement pour nous tous dans ce petit groupe quelqu'un qui compte beaucoup. Et donc, en tout cas, c'est ce genre d'idée-là qu'on a essayé de suivre. Alors ensuite, il y a une photo du groupe. C'est le deuxième groupe, c'est Henri-Paul de Saint-Gervais prime. Il a un peu évolué entre le premier numéro et le deuxième numéro. D'accord ? Donc il y a un noyau commun, et puis voilà, quelques personnages nouveaux. Ça a pris combien de temps de faire ce site ? Bon, ça a bien dû prendre 3-4 ans. 3-4 ans. Oui. Ouais, non, mais c'est un travail vraiment, quand on va dans le site, on voit qu'il est incroyablement soigné, incroyablement dense. Bon, il est aussi très... on a voulu aussi mettre en avant contrairement à un livre, une approche extrêmement non linéaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous rentrez dans un dictionnaire, vous savez pas quoi faire, vous prenez un mot au hasard et puis qui vous emmène vers un autre mot, etc. Donc là, ce site, c'est vous rentrez dedans, vous savez pas par où vous sortirez, quoi. Parce qu'il y a plein d'hyperliens. Il n'y a pas c'est pas du tout comme un livre. En tout cas, c'est un livre dans lequel on se promène. C'est un livre dont vous êtes le héros, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on est dedans, bon, on n'est pas obligé d'aller dans les démonstrations, on n'est pas obligé de regarder les films. Enfin, on fait ce qu'on a envie, en fait. Voilà. Et puis il y a toujours une occasion de rebondir et de partir sur un autre sujet très différent, quoi. Alors, j'ai une question du chat qui dit, d'après toi, quel avenir des collectifs de mathématiciens et mathématiciennes en temps de Covid ? Je dirais que ça se passe bien, mais ça reste un secret entre nous. Mais je crois savoir qu'Henri-Paul de Saint-Gervais a peut-être un nouveau projet sur lequel un scoop. Attends voir. Mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, non, attends, on va travailler un petit peu là. Est-ce qu'on a le droit à une petite info, une toute petite info, allez, s'il te plaît, pour le Mad Game. Une toute petite info. Je te dis, c'est qu'il pourrait avoir envie de poursuivre ses travaux. C'est bien déjà. Ouais, c'est bien. Alors, disons que vous prévoyez cette poursuite et la fin de la poursuite à peu près quand? Ça va prendre combien de temps à votre avis? Non, mais je peux pas te dire parce que c'est... C'est 2-3 ans? C'est dans l'horizon de 2-3 ans? Peut-être. Enfin, c'est quelque chose de nouveau sur lequel on vient de démarrer. Donc, travailler à distance, bon, il faut voir. C'est pas dit qu'il y ait quelque chose d'intéressant forcément à faire, quoi. Tu vois, c'est que tu ouvres des vieux mémoires et puis. Ah oui, ça sera un travail là encore de relecture. Oui, c'est toujours c'est toujours même époque, un peu les mêmes personnages. Donc, il faut déjà qu'on essaye de comprendre et puis après. Une fois que nous on a compris, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à transmettre? Parce que il y a énormément de choses dans la littérature mathématique qui n'ont aujourd'hui plus aucun intérêt, d'accord? Puisque d'une part ça n'intéresse plus personne, ou parce que le langage et la façon d'y penser a été complètement repensé et complètement tu vois, la version ancienne est obscure. Enfin, c'est comme je te parlais des types de Newton, je veux dire, ouais. Sauf si tu veux faire peut-être une thèse d'histoire des maths, ce serait intéressant que quelqu'un écrive un texte, mais sinon, c'est un sujet qui n'intéresse plus personne de savoir
comment Newton a essayé de... Christian Mercat a tenté sa chance sous forme d'humour. Les surfaces de Riemann discrètes. Mais ça, donc c'est pas ça notre sujet, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien mieux comprendre, moi, ce qui me concerne. Ok, alors maintenant je voudrais qu'on parle un petit peu de tes travaux en diffusion, de ton engagement en diffusion assez rapidement parce on a comme toujours débordé, hein. Bon ben ça voilà, on a débordé, j'avais prévu 1h30, ça fait 1h40. Donc tu travailles, t'as beaucoup œuvré pour Images des mathématiques, donc ça vaut peut-être le coup de dire deux mots sur Images des mathématiques. C'est l'occasion de parler d'un autre travail très collaboratif. Donc Images des mathématiques, c'est un journal. Qui est évidemment un journal de diffusion, mais c'est surtout un collectif. Donc, comme dans tous les journaux, il y a un comité éditorial et ensuite des auteurs qui eux, ils vont et viennent, mais il y a un comité éditorial qui travaille et qui se pose des questions de savoir quoi publier, quel sujet, comment écrire un article de diffusion, etc. Donc, c'est un site qui est extrêmement riche, qui a plus d'une dizaine d'années, sur lequel il y a énormément d'articles. Et donc, j'encourage tous les amoureux de maths à se promener. Il y a des choses de tout niveau. Il y a des choses très élémentaires, des choses un peu plus élaborées de niveau universitaire, mais jamais qui partent dans les délires, enfin, sauf rare exception. Il y a plein il y a un système de pistes aussi, hein, pour nous indiquer le niveau. Oui. Quand vous arrivez sur un article, c'est pas comme ça, c'est piste verte, piste rouge, etc. Par exemple, là, celui que tu vois, si tu as affiché c'est affiché. C'est la page du jour, bah tu vois l'article là qui parle de la mécanique quantique, là, il est rouge, il est entouré légèrement d'un rouge. Bon, là, c'est voilà, donc c'est un endroit où on peut se promener, et puis c'est aléatoire, on va là, et puis on rebondit sur d'autres trucs. Il y a plein de choses en histoire des maths, il y a plein de choses, des choses un peu plus ressources pédagogiques. Enfin, et puis toi-même, tu as pas mal contribué à Images des mathématiques. Hein. Oui, comme d'autres. Quand même un peu plus que d'autres, je pense. Hein, ne soyons pas trop modestes. Ne sois pas trop modeste. Et le deuxième point que je veux absolument souligner, c'est dimension et chaos. Bon, ben ça, c'est deux aventures. Donc là, avec Étienne Gis et Joe Slayes, qu'on a faites ça commence à dater 2008 et 2013. Donc le premier, c'était dans le but d'essayer d'expliquer la quatrième dimension à un public non mathématicien. Et qu'est-ce on a en tête quand on parle de quatrième dimension? Et donc, c'est 2 heures de film qui sont découpées en unités de 13 minutes. Et dans lesquels on essaye d'expliquer dimension 1, 2, 3, 4, et puis un peu essayer de découvrir un certain nombre d'objets, en particulier les pavages de l'espace, les polyèdres réguliers de l'espace de dimension 4. Et puis, comme ce film a eu un certain succès, eh bien, ça nous a donné l'énergie d'en faire un second. Vous avez eu un prix, me semble, hein, pour ce... Exact. On a eu le prix d'Alembert. Le prix d'Alembert, donc c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours très positifs. Donc ça nous a donné l'énergie d'aller plus loin et de faire quelque chose autour des systèmes dynamiques en 2013 et plus précisément autour de l'effet papillon. Donc autour de la théorie du chaos. Donc c'est aussi des choses qui sont connues. L'effet papillon, quelque chose qui est évocateur auprès un peu de tout le monde, du grand public, parce que c'est quelque chose qui a été repris au cinéma, en littérature. Mais quand les mathématiciens, eux, ils parlent de l'effet papillon, ils ont des choses en tête précises. Et donc, c'est ça qu'on avait envie d'expliquer. Et donc, c'est un peu la théorie moderne des systèmes dynamiques, celle-là même qui a été initiée par Poincaré il y a plus de 130 ans. Oui, et ce que je voudrais souligner, c'est que ces films sont particulièrement pédagogiques. Ils sont segmentés en chapitres. Ils sont tout en images de synthèse. Il y a une qualité qui est quand même absolument exceptionnelle et ils sont aussi élémentaires dans le sens que ils prennent le spectateur, disons lambda, et ils l'amènent à comprendre petit à petit des concepts mathématiques qui sont pas évidents. Aussi bien le concept donc de la quatrième dimension que le chaos. Hein, on est d'accord? C'est ça qu'on a essayé de faire en tout cas. En tout cas, vous avez parfaitement réussi. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de ce stream.
C'est là qu'on va boire une bière. Ah ben je demanderais que ça, qu'on se retrouve tous ensemble autour d'une bière. On fera ça quand le Covid, la situation sanitaire nous le permettra. On fera des streams et puis ensuite on se donnera tous rendez-vous autour d'une bière. Ça sera trop sympa. D'accord. Pour l'instant on peut pas, donc voilà. En tout cas, merci Aurélien pour ce Mad Game absolument passionnant que tu nous as offert. Je voulais également remercier nos modos. Je voulais aussi remercier tout le monde pour votre présence, vos interactions et puis votre soutien.